Bonjour et bienvenue dans ce 5e numéro d'Air Open, le podcast tennis du journal L'Équipe. Je m'appelle Antoine Beneteau et autour de moi j'ai la chance d'être accompagné par Sophie Dorgan. Salut Sophie. Salut Antoine. Et Julien Reboulet. Salut Julien. Salut Antoine. Allez, en place pour cette émission spéciale Bercy. Un peu de silence, la joueuse et les joueurs sont prêts. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce qui rend ce tournoi de Bercy si spécial ? Sophie, tu veux J'ai une idée et on peut partager cette idée, Julien. Pour moi, c'est les bonbons Haribo au Player Lounge. Alors, c'est vrai, mais par contre, tu les partages pas beaucoup pendant le tournoi, ça, il faut le reconnaître. Là, tu es dans le mensonge le plus total. Je suis très généreuse au niveau Haribo. C'est vrai que les joueurs qui sont gourmands, il faut qu'ils fassent attention à Bercy parce qu'effectivement, ils ont à disposition un stock inépuisable de bonbons pendant la semaine dans le salon des joueurs, le Players Lounge, et que il faut rester fort surtout dans la tête. Surtout qu'en plus, c'est un peu la fin de saison et tout ça, mais d'ailleurs, sur un ton un petit peu plus sérieux. Est-ce qu'on n'a pas affaire à des joueurs un petit peu à bout de souffle à Bercy ? Mais Bercy, en fait, a les avantages de son inconvénient, c'est-à-dire qu'on arrive effectivement à la fin de la saison. On arrive effectivement à un moment où certains ont encore de gros enjeux à se disputer, ou d'autres sont un peu en roue libre, parce que en gros, ils n'ont pas... Alors à l'époque, il y avait la finale de Coupe Davis, là elle concerne beaucoup plus de monde, mais il y a la qualification pour le Masters, il y a des enjeux de terminer à une place dans le top 10, dans le top 50, dans le top 100, pour des intérêts aussi parfois économiques, parce que les marques donnent des bonus à leurs joueurs selon le classement qu'ils ont en fin de saison, donc ça peut compter. Donc c'est rare qu'il n'y ait pas d'enjeu du tout, mais effectivement, il peut y avoir la moitié du tableau où on vient à Bercy parce qu'effectivement c'est un grand tournoi, mais avec en tête qu'on est déjà quelque part en train de réfléchir à ses vacances, et peut-être à la programmation de sa reprise. Mais il y a ce côté-là qui existe effectivement à Bercy. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit parfois des joueurs un petit peu plus friables, un peu péter les plombs, ou est-ce que c'est aussi parce que le public est différent à Bercy ? Je crois qu'il y a les deux. Tout le monde est un petit peu lassé parce que la saison est longue. Ils arrivent, ils ont fait l'US Open, dernier Grand Chelem. Après, ils partent en Asie. Ça les ravit très moyennement. Ils reviennent en indoor. Arrive en effet cette fin de saison et Bercy n'est pas la fin pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Et le public de Bercy est, entre exigeant et violent parfois. Oui, c'est vrai. Parce qu'il est très exigeant parce qu'il veut du spectacle. Il n'est pas forcément exigeant en termes de qualité de jeu, mais il veut du spectacle. C'est une salle de spectacle et les gens veulent du spectacle. Et donc, qu'on soit français ou pas, si on montre quelques faiblesses en termes d'envie, on est puni. Et beaucoup s'en souviennent, on a vu des matchs qui étaient quand même assez surréalistes à Bercy. On se souvient de Lecomte contre McEnroe. Il y a eu Benoît Paire qui a mal vécu. Pour Lecomte, il faut rappeler que c'était dans la même année que son discours après la finale perdue à Roland-Garros. Donc c'est vraiment pour ça que le public l'avait pris en grippe. Il y avait des JO aussi. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu donc cette finale à Roland-Garros, et après, il y a les JO de Séoul, où il ne veut pas aller au village olympique. Du coup, il a le double effet qui se coule, et il se prend des sifflets, même dès l'échauffement. Et il raconte aujourd'hui que même les gens dans les loges l'insultaient, ce qui est quand même assez rarissime, parce qu'ils viennent plutôt, ils sont invités, c'est plutôt... Oui, c'est plutôt bon enfant. Oui, ou la coupe de champagne, quoi. Ouais, voilà. Hein, on vient boire son champagne. Donc, si eux se mettent à insulter, et lui, il a vécu un cauchemar en 88, mais en même temps, il s'en souvient avec fierté parce qu'il avait perdu, mais il avait résisté. Donc, oui, après, Benoît Paire aussi, ça avait été difficile. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont vécu des sales moments, quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'à Roland-Garros, quand tu es français, je pense que tu es à l'abri de ce genre de choses parce que les gens viennent d'abord voir du tennis. Et comme tu le disais, Sophie, à Bercy, ils viennent au spectacle. D'ailleurs, il y a une scénographie assez impressionnante à Bercy depuis quelques années. C'est un tournoi qui a connu un vrai passage à vide au milieu des années 2000, qui a été bien relancé justement sur le plan du show à l'état pur, c'est-à-dire qu'il y a des jeux de lumière, il y a des animations sonores. Je crois qu'il
il y a chaque année une animation musicale particulière avec un DJ ou quelque chose comme ça. Il n'y a plus, je crois. Mais... Il n'y a peut-être plus maintenant, mais il y a d'autres choses. Est-ce que le fait que la salle se soit modernisée, est-ce que ça a joué dans le fait de relancer ce tournoi ? Alors ils ont réussi effectivement, je trouve, une très belle rénovation parce que alors, Bercy était connu pour ses fameuses barrières rouges métalliques. Il y avait un côté très années 80. Qu'on aimait bien d'ailleurs. Qui avait son charme, mais qui allait très bien justement avec cette ambiance un peu titi parisien où il n'y a pas trop de respect. On n'est pas du tout à Wimbledon, hein, alors très 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 loin. Et c'est vrai que là, elle est un peu plus classieuse maintenant. Oui, bien sûr, c'est un peu plus feutré parce que j'ai revu des images pour préparer cette émission. C'est vrai qu'il y avait il y avait beaucoup plus de lumière à l'époque des tribunes rouges. Là, maintenant, les tribunes sont dans le noir. Donc, c'est vrai que, est-ce que, un petit peu par cet effet-là, le public s'est un petit peu plus assagi ? C'est possible, mais je crois qu'ils sont prêts à s'enflammer. On pardonne pas le moindre jet de raquette. C'est pour ça que, pour en revenir à Benoît Paire, alors c'est pas d'hier, ça date de 5-6 ans. C'était en 2013. Il avait fini lui-même par dire que c'était un public d'abrutis, tellement il n'avait pas supporté d'être accueilli comme ça. Et c'est vrai que dans l'histoire de Bercy, il y a eu très très peu de cadeaux, même pour des grands joueurs qui se faisaient siffler. Il y a eu un exemple assez marquant, c'est quand même un vainqueur du tournoi qui se faisait siffler à chaque fois qu'il faisait un ace en chemin pour la victoire. C'est Goran Ivanisevic au début des années 90, en 93 je crois, il joue contre Medvedev et il fait trop d'ace et le public ne supporte plus ça. Donc c'est terrible de faire son boulot le mieux possible et de se faire siffler pour ça. Donc il y a eu des scènes comme ça assez mythiques. Cédric Pioline aussi. Bien sûr. A adressé un bras d'honneur à 96, à quelques spectateurs qui le maltraitaient un petit peu depuis le bord du terrain. Ouais, quand il a perdu contre Kafelnikov à l'époque. C'est amusant parce que sur le match d'Ivanisevic, je regardais un petit peu les archives et donc on parle des aces, il se fait siffler à cause des aces. En fait, il en fait 27, enfin et 32 services gagnants, c'était pas mal quand même. Mais au-delà de ça, le débat à l'époque, c'était est-ce que les surfaces sont trop rapides ? Ouais. Et aujourd'hui, on se demande si c'est pas trop lent, en fait. Souvent, on dit il y a plus de surface rapide sur le circuit. Et à l'époque, c'était, je crois qu'il y avait une réunion après au Master, en 93, pour dire il faut ralentir parce que des Ivanisevic, on va pas pouvoir supporter ça longtemps. Et c'est vrai que depuis, ils ont quand même beaucoup uniformisé les vitesses, les surfaces. Donc on est français, on n'est jamais content, c'est normal. On a parlé des côtés un petit peu négatifs, parlons des côtés positifs. C'est aussi un tournoi qui réussit aux Français, le tournoi de Bercy. C'est de très très loin le Masters 1000 qui réussit le mieux aux Français. Depuis que la catégorie a été créée en 90, le tennis français n'en a gagné que 6, c'est pas énorme, dont la moitié à Bercy. Et il y a eu 22 finales en Masters 1000 sur cette même période, dont un tiers, quasiment 7 à Bercy. Donc c'est effectivement l'endroit où les Français se débrouillent le mieux. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'ils sont le plus nombreux, parce qu'il peut y avoir aussi les wildcards qui viennent un peu renforcer les troupes. Et puis parce que c'est des conditions de jeu qui ont bien correspondu à certains d'entre eux, notamment les vainqueurs que sont Guy Forget en 91, Sébastien Grosjean en 2001 et Joe Wilfried Tsonga en 2008. Voilà, Deux finales pour Gaël Monfils. Une autre pour Tsonga, une autre pour Forget, pour faire le tour de la question. Et avec, pour certains, notamment Gaël Monfils à une période, la volonté de briller. En fait, il se sentait plus chez lui à Bercy qu'à Roland-Garros, puisque c'est juste à côté de là où il a appris le tennis, dans le 12e arrondissement, et que c'est une salle qui lui parlait beaucoup, un peu moins ces dernières années, mais en tout cas, à une époque, il adorait jouer là. C'est même là, je me souviens qu'on l'avait vu un peu exploser il était sorti des qualifs et il avait battu Thomas Enquist au premier tour. Il avait fini l'année numéro 1 mondial junior, c'était en 2004. Et il bat Enquist. Après, il avait explosé, bien sûr, en 2005. Mais je me souviens vraiment où c'est là-bas qu'il était vraiment apparu aux yeux du public français. Ouais. Il adorait. C'est bizarre d'en parler au passé, d'ailleurs, parce que je ne sais pas où se situe la cassure pour Gaël Monfils. Parce qu'il adorait jouer à Bercy. Ouais, c'est vrai. Et depuis quelques années, il ne vient plus. Bon, il y a eu des blessures, mais il n'y a pas que ça. Il y avait toute sa famille, on se souvient il faisait venir la moitié des tribunes, c'était sa famille. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était ses potes. Enfin, il y avait une ambiance incroyable, il adorait. Il racontait qu'il était venu en tribune, enfant, voir les matchs. Et là, depuis quelques années, on le voit plus. Il se cache un peu à Bercy, il veut pas. On le sent mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Et il ne va pas y arriver bien lancé cette année puisqu'il reste sur des résultats très, très décevants sur le circuit ces dernières semaines. On va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission.
je suis obligé d'en parler, moi, d'un point de vue un petit peu plus personnel. C'est vrai que c'est là-bas que j'ai même terminé ma collaboration avec mon frère Julien, où il a fini sur une demi-finale en Masters 1000 après avoir battu Marin Cilic en quart de finale. Donc c'est vrai que même pour moi, c'est un endroit très particulier. Il avait aussi battu Roger Federer, numéro 1 mondial. Donc c'est vrai que ça a aussi souri pas mal à Julien. Et même à d'autres joueurs. Michael Laudra avait fait Demi-finale, une superbe. demi-finale. Donc vraiment, c'est un tournoi qui réussit aux Français. Et on espère que cette année, peut-être, on ne sait pas, peut-être Gaël Monfils, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être qu'il va aller chercher le Masters là-bas. Enfin, il est loin, on verra. Notre deuxième catégorie dans cette émission, c'est le point sur les GOAT, sur les 3 monstres et même les 4 monstres, parce que j'ai envie de revenir sur Andy Murray et son titre à Anvers la semaine dernière contre Stan Wawrinka, qu'il a battu en 3-7 en finale, 9 mois, je crois, après sa dernière opération à la hanche. Déjà, qu'est-ce que ça vous évoque, ce retour ? Un respect infini, j'ai un respect infini pour ce qu'il est en train de faire, parce que sincèrement, j'étais en Australie, à Melbourne. Ouais, on l'avait quitté en larmes là-bas. Ouais, il était en larmes. On pensait tous, et lui le premier, que c'était la fin. On se disait, il aime tellement le tennis, faire son deuil, ça va être terrible. Jamais un joueur n'a pu revenir vraiment à un bon niveau avec une opération de la hanche. Ouais. On se disait même, il faut qu'il arrête, parce que là, pour la vie de tous les jours, il boitait, on le voyait boiter en marchant dans les allées. Il était vraiment au plus mal. Et là, il revient. Je regardais jouer. Il joue pas forcément beaucoup plus. Il n'est pas plus agressif qu'avant. Il bouge un tout petit peu moins bien. Okay. Mais il a une telle volonté, une science du jeu qui est incroyable, une envie qui est débordante, qu'il y arrive. Alors après, c'est un ATP 250. Mais ça fait vraiment plaisir. Sincèrement, on se dit... parce que souvent, on se rend pas compte à quel point ils aiment leur sport. Et lui, c'est monstrueux. Et en plus, il a été super drôle lors de la remise du trophée. C'est vrai qu'il a pas perdu son humour, il a été parfait. C'est vrai que c'est un peu l'homme bionique maintenant. Et c'est intéressant, comme disait Sophie, que ce soit Magnus Norman, Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, ils ont jamais pu revenir à leur niveau après une opération. Les jurisprudences de la hanche. Alors, est-ce que ça veut dire que c'était pas non plus la même époque ? Est-ce qu'on a progressé sur ce genre d'opération et sur cette articulation qui est très particulière et tellement sollicitée en tennis ? Mais en tout cas, la question qui se pose, c'est, voilà, évidemment, GOAT ou pas GOAT, il est quand même très loin des autres. On Par dit contre, qu'il faisait partie du Big Four, c'est voilà, pour ça que exactement. je me suis permis. La question, c'est, est-ce qu'en jouant toujours dans cette filière-là, il va pouvoir faire encore quelque chose de grand en grand chelem ? C'était ma prochaine question, tu anticipes, Pardon, tu es fort. parce que on se demande comment il s'est réveillé au lendemain de sa finale. Ouais. Voilà. Sans doute pas en très bon état, parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi dans tout ça. Hein. Il y a énormément d'émotions. On l'a vu pleurer quand il pensait arrêter. On l'a vu pleurer quand il a regagné. Il puise énormément. Alors l'adrénaline va être là pendant combien de temps et le porter jusqu'où, ça va être... Oui, après sur 2 semaines en 5-7 sur un grand chelem, c'est une autre histoire. C'est vrai qu'on demande encore à voir ce qu'il est capable de faire. Aussi sur du tennis en outdoor, j'ai envie de dire, parce qu'en indoor, il y a des points gratuits qui plus facilement. Donc là, c'est vrai qu'on va voir, je pense, très vite en début de saison 2020, quand il va jouer, je sais pas, peut-être Doha ou peut-être les tournois qui sont avant l'Open d'Australie. l'ATP Cup. Voilà, l'ATP Cup. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Comment il va se comporter en tennis outdoor. Souvenir très sympa à Bercy avec Andy Murray, c'est quand il était devenu numéro 1 mondial à Paris, quand il avait gagné le titre en 2016. C'était vraiment la fin de... C'était une quête, on sentait vraiment... Il avait joué énormément toute l'année et il avait enfin réussi à le devenir. Je me souviens, il y avait sa mère dans les tribunes et tout. C'était assez chouette. Donc dans ce numéro spécial Bercy, je voulais le citer. C'est peut-être un peu grillé d'ailleurs, à cette période-là. C'est peut-être là qu'il est allé un petit peu loin, effectivement, et c'est peut-être là qu'il s'est fait vraiment mal à la hanche. Point GOAT, la place de numéro 1. Qu'est-ce qu'on va voir à Paris entre Nadal et Djokovic, sachant que quoi qu'il arrive,
Djokovic va perdre la place de numéro 1 mondial après Bercy. C'est ça, Julien? C'est ça, parce qu'en fait, le système est ainsi fait qu'au lendemain de Bercy, non seulement on remplace les points du Bercy d'avant par le nouveau Bercy, mais on enlève aussi les points gagnés au Masters l'année d'avant. C'est-à-dire que c'est au lendemain de Bercy que en fait, le classement ATP rejoint complètement le classement de la race. D'accord. Donc Djokovic va perdre tous ses points du Masters et forcément repasser derrière Nadal, quels que soient les résultats de l'un et de l'autre à Bercy, qu'ils soient là ou pas d'ailleurs, ça ne changera rien. Ça ne veut pas dire que Djokovic ne finira pas l'année numéro 1, mais ça veut dire que la place de numéro 1, de toute façon, sera déterminée à la fin du Masters pour cette année 2019. Avec un enjeu très intéressant pour Djokovic qui serait de devenir le deuxième homme et le premier depuis Pete Sampras à terminer 6 fois l'année numéro 1, c'est-à-dire de faire quelque chose de mieux que notamment Federer et Nadal qui sont à 5 et 4. Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement il y a cet enjeu pour Djokovic, mais je ne suis pas sûr que Nadal, enfin s'il est fini l'année numéro 1, il sera très content, mais se battre vraiment pour ça. Ce serait la cerise sur le gâteau. Oui, mais, c'est un bonus, effectivement. Mais je pense que Djokovic la veut peut-être plus que Nadal. Nadal, s'il peut gagner Bercy, s'il peut gagner le Master, il sera ravi. Et du coup, il sera numéro 1. Mais je ne suis pas convaincu qu'il soit en chasse de cette place. Je suis Il va pas risquer son début de saison 2020. Et donc, il va pas risquer une blessure sur cette fin d'année qui, en gros, handicaperait sa préparation pour la saison 2020, ça c'est sûr. Il était d'ailleurs venu à Bercy exprès pour assurer le coup, il y a 2 ans je crois, pour finir l'année numéro 1, parce que là, cette fois-ci, il l'avait au bout de la raquette, il lui suffisait de passer un tour, je crois, à Bercy, il était venu jouer un match et il avait déclaré forfait après parce qu'il n'était pas en très bon état. Et effectivement, il a connu suffisamment de blessures pour savoir qu'il ne faut pas tirer sur la corde en fin de saison et il échangerait sans hésiter un Open d'Australie contre la place de numéro 1 en fin d'année. D'autant que c'est un domaine, encore une fois, où il ne rattrapera a priori ni Djokovic ni Federer. Donc il n'a pas besoin de faire cette course-là, lui, contrairement à Djokovic qui peut peut-être dépasser le record absolu détenu pour l'instant par Federer de semaines passées à la place de numéro 1 mondial. Ouais, je pense que ça ne lui déplairait pas à Djokovic. Même si, bien sûr, on sait que c'est le nombre de titres de Grand Chelem qui les intéresse au plus haut point. On a commencé à l'évoquer, c'est le Masters. Il y a aussi une course au Masters dans la fin du top 10 entre Zverev, Berrettini, Bautista Agut, Goffin, Fognini, Nishikori et Monfils. Il faut rappeler que Gaël Monfils est très loin puisqu'il est à 2170 points et que Berrettini, qui est 8e mondial, est à 2525 points. Donc il faudrait vraiment qu'il joue très bien à Bercy et que Berrettini ne joue pas bien. Oui, il faudrait au moins une demi-finale à Bercy pour revenir dans la catégorie des masterisables. Zverev, a priori, il y est quasiment à 80%. Oui. Il reste en fait une seule place quasiment à aller chercher et qui devrait se jouer a priori entre Berrettini et Bautista. Parce que même Goffin déjà est un peu loin, même si Goffin joue très bien. Goffin est à 200 points de Berrettini. Oui, donc c'est pas rien 200 points. Alors effectivement cette semaine il y a les tournois 500, donc si jamais il y a une finale ou un titre, ça fait quand même revenir vraiment largement dans la course, voire dépasser. Et puis ça peut se finaliser à Bercy. C'est vrai que pour le coup, c'est l'avantage de Bercy, c'est d'avoir souvent vécu aussi par cette course au Masters qui se dénoue à ce moment-là, avec parfois des matchs coup près. On se souvient que Sébastien Grosjean, quand il gagne en 2001, il faut qu'il gagne pour aller au Masters. Donc il a la double, c'est pas la double peine, c'est l'inverse, c'est le double bonus. Il gagne son plus grand titre et il va au Masters, qui était à l'époque à Sydney. Ça faisait un sacré voyage par rapport à maintenant. Donc il y a souvent ça. Voilà. Alors là, effectivement, pour le public français, c'est pas la course au Masters la plus passionnante de tous les temps, puisque il faudrait un petit miracle pour Gaël Monfils et que c'est pas ce qui est dans l'air du temps. Mais voilà, Berrettini qui fait une très belle saison, est-ce qu'il va réussir à aller chercher sa place? Est-ce qu'un Bautista qui est très courageux et très performant et régulier va... Voilà, pour eux, c'est super important, effectivement. D'ailleurs, au vu de la saison, alors bien sûr, il y a la race qui parle par elle-même, mais qui est-ce, vous pensez, qui mérite cette place au Masters? C'est difficile. Ça me ferait assez plaisir que ce soit pas pour son jeu, mais que ce soit Berrettini, parce que j'aime bien quand il y a des petits nouveaux. Je trouve que ça apporte toujours de la fraîcheur. Après, je trouve que ça va être aussi intéressant de voir justement Berrettini sous pression à Bercy, voir comment il réagit, parce que là, pour l'instant, c'est un peu tout nouveau, tout beau, il est en pleine confiance. Alors, il sera toujours en pleine confiance, mais sous pression, parce que là, il va devoir gagner sa place. Ouais. Ça va être une position différente et ça va être intéressant de voir comment il réagit. Après, Bautista Agut, sincèrement, en termes de mérite,
Oui, ce serait beau. Ce serait vraiment mérité, parce que c'est sûr que c'est un joueur hyper régulier, hyper courageux. Alors, c'est pas le plus spectaculaire et sexy, mais il mérite, oui. J'aurais bien mis une piécette sur Goffin, mais ce qui s'est passé à Anvers était très surprenant. Il a été battu très très sèchement par Hugo Humbert. Donc est-ce qu'il y a parce qu'il rejouait très bien. Ouais. Il rejouait très bien et ce sont des conditions de jeu. Très belle victoire d'ailleurs de Hugo. Bien sûr, super victoire. Hugo Humbert qui lui est quasiment certain d'aller au Masters, mais pas le même. C'est le Masters Next Gen, des moins de 21 ans, enfin des 21 ans et moins. Et donc ça c'est voilà. Il y aura au moins un Français au Masters sans parler des joueurs de double. Exactement. La liaison est toute trouvée pour la troisième partie de notre émission, c'est le coin des Français, avec Sébastien Grosjean qui a annoncé sa sélection pour la première édition de la Coupe du Monde de tennis qui va avoir lieu du 18 au 24 novembre 2019. De la quoi, tu as dit ? De la Coupe du Monde de tennis. J'ai vu des tweets passer, c'est I want to be World Cup champion. Et oui, c'est vrai. Donc ça veut dire je veux être champion du monde. Donc je me suis dit que c'était la Coupe du Monde du tennis. C'était comme ça qu'était vendue, au moins au grand public, la compétition. C'était pas déjà le cas ? Ben, je croyais que si, mais bon, voilà. Maintenant, en tout cas, les mots sont lâchés. Ouais. Donc, je vais rappeler la sélection de l'équipe de France. Donc, Sébastien Grosjean vient d'annoncer Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Benoît Paire. Ça, c'est pour les joueurs qu'on pourrait dire de simple. Et puis, bien sûr, la paire inoxydable Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert. Allez, qu'est-ce que ça vous évoque un peu cette sélection ? Pas de surprise, non ? À partir du moment où Lucas Pouille avait mis un terme à sa saison, c'est une sélection assez logique. Après, il y a toujours le cas Gaël Monfils, on attend toujours de voir ou pas son nom. On a été habitué à des feuilletons en Coupe Davis. C'était la compétition avant la Coupe du Monde. Voilà, il n'avait plus joué en Coupe Davis depuis très longtemps. Et là, on ne savait pas quelle était sa motivation. Alors effectivement, il y a l'attrait d'une nouvelle compétition rémunératrice, qui joue beaucoup, puisque là on voit en tout cas que dans les annonces qui ont été faites dans toutes les équipes, y a un casting plutôt très 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 costaud. On verra si c'est ce qui se concrétise à Madrid au moment de la compétition, mais voilà, ils ont à peu près tous répondu présent, ceux qui sont concernés, parce que je rappelle que la Suisse de Roger Federer n'est pas concernée puisque pas qualifiée. C'est une compétition sous une nouvelle formule. L'excitation, là, pour l'instant, n'a rien à voir avec celle qu'on a connue les années où, au terme d'une saison où on passait premier tour, deuxième tour, demi-finale sur plusieurs mois, et l'événement approchant, il y avait justement ce feuilleton-là qui nourrissait les semaines d'avant finale de Coupe Davis. Là, l'attente, on ne va pas se cacher, elle est beaucoup moins grande. Est-ce que ce sera une grande réussite ou pas ? On ne va pas présager du truc. Mais en tout cas, la montée vers l'événement... Non, mais c'est intéressant. D'un point de vue médiatique, vous sentez vraiment que il n'y a pas un énorme engouement ? Après, je pense il ne faut pas oublier notre pays. Oui, c'est vrai. Parce que les amoureux transitent là. Voilà, je ne suis pas sûre que le France-Belgique ou le France-Croatie ait passionné les Américains, les Espagnols. Oui, donc, il ne faut pas regarder que par la fenêtre et se dire oui, c'est triste. Bien sûr que c'est triste. Oui, il y aura plus de Coupe Davis en France avec des ambiances de dingue, et en France ou ailleurs d'ailleurs. Donc ça va être cette nouvelle compétition. Je trouve que l'attraction, la seule pour moi, c'est la nouveauté. Voir ce que ça va donner. En fait, on a un petit regard un peu... comme un critique de cinéma. Vous allez voir un film et parfois vous n'aimez pas le réalisateur. Donc vous pouvez être surpris. D'accord. Mais on ne part pas avec un a priori très favorable parce que il y aura plus de 5-7. L'ambiance, je me pose la question là sur le premier match France-Japon à Madrid. Ouais. Je crains que ce soit quand même un théâtre un peu vide. Et puis on va rentrer un petit peu dans des comptes d'épiciers à un moment donné pour savoir qui seront les deux meilleurs deuxièmes des 6 Voilà, poules. on va rappeler un petit peu déjà le groupe de la France. Donc il y a la France, le Japon et la Serbie. Donc il y a tous les premiers de poules qui sortent et les deux meilleurs deuxièmes. 6 poules de 3 équipes, donc 6 premiers. 6 deuxièmes, on prendra les deux meilleurs sur la base des résultats, du set average, voire du jeu average, s'il y a des scores très serrés. Donc avant le dernier match, on va peut-être devoir compter quel c'est. C'est un peu compliqué parce que tout pourrait se jouer, par exemple, alors que la France mène déjà 2-0 contre le Japon, sur le score du double France-Japon, où ils mettront les deux joueurs qui n'ont plus envie de jouer le double. Bon, voilà,
tout ça a un petit côté beaucoup moins magique que l'élimination directe avec des publics en transe. Effectivement, comme disait Sophie, c'est sûr que la finale France-Belgique, elle n'a pas intéressé beaucoup en dehors de la France et de la Belgique, et que c'était le grand problème sur les dernières années de la Coupe Davis, et que c'est ce qu'ils ont voulu un petit peu résoudre. Mais la passion, on verra à quoi elle ressemblera sur le coup. Mais voilà, les poules, ça peut être un peu longuet. Les matchs à élimination directe sur les 3 derniers jours, on verra s'il y a un peu plus de folie. Mais on va essayer d'y croire. Et bah dis donc, on finit sur une note un petit peu dubitative. Mais écoute, on demande à voir, on en reparlera dans le prochain épisode. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker l'émission. Faites-nous part de vos remarques. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt dans un prochain numéro d'Air Open, le podcast tennis du journal L'Équipe.